Républicains. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la désertification médicale touche l'ensemble de notre pays et bien sûr mon département des Côtes-d'Armor. Les déserts médicaux ne sont plus seulement des zones déficitaires en services, au débit ou au commerce. La ville de Lamballe, où passe le TGV, perd successivement ses généralistes qui ne sont pas remplacés. Un même mouvement se produit à Loudéac. À Dinan, les généralistes ne prennent plus de nouveaux patients. Fréhel, en août 2015, passait une annonce sur Le Bon Coin pour recruter un généraliste. Je veux rendre hommage à Hervé Moret qui mène sur ce sujet un combat déterminé que je soutiens à la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Non, les solutions purement incitatives proposées depuis des années ne sont pas suffisamment efficaces. Il nous faut, après avoir perdu tant de temps en tergiversations, prendre de réelles mesures qui auront pour objectif de résoudre ces difficultés à court, moyen et long terme. Madame la ministre, les solutions que nous devons apporter ne relèvent pas simplement des syndicats et ordres professionnels, mais aussi du législateur et des élus locaux dans le cadre de l'aménagement du territoire. Certes, cela doit se faire en concertation, mais avec courage et détermination. Récemment, mais bien tardivement, dans la perspective de la présidentielle, le Conseil de l'Ordre a fait 10 propositions, développées hier et Saint-Hazard à l'occasion d'un débat dans ses locaux. La régionalisation du numerus clausus me paraît une bonne idée. Cette idée de partir des territoires est d'ailleurs une des conclusions faites par le groupe de travail de l'AMF 22. Cela permettrait d'essayer de conserver les jeunes médecins dans le périmètre de leur lieu d'études, là où ils auraient fait leur stage. Car actuellement en Bretagne, le nombre de médecins formés chaque année couvre à peine les besoins de médecins pour les collectivités, les hôpitaux, les cliniques et les établissements publics divers de notre région. Les lobbies sont puissants. Nul n'a jamais touché au principe de la libre installation. Dernièrement, à l'Assemblée, la commission des affaires sociales avait adopté un amendement finalement rejeté en séance avec un avis défavorable de la ministre Touraine, bien qu'elle fût cosignataire, lorsqu'elle était dans l'opposition avant 2012, d'une proposition de loi rendant contraignante l'installation. Il y a quelques semaines, lors de l'AG des maires de France et Côtes-d'Armor, le thème était celui de la désertification médicale. Devant le président du Conseil régional de l'Ordre des médecins, les élus ont soutenu vivement le premier vice-président du conseil départemental qui demandait avec force et vigueur que soit remise en cause la liberté d'installation. Ce n'est pas ce que je propose. En revanche, il n'est plus acceptable que la profession, ordre et syndicats n'acceptent pas à minima que nous arrêtions d'autoriser de nouvelles installations de médecins conventionnés sur les secteurs géographiques de notre pays qui sont surdotés. Ces secteurs surdotés devraient être délimités, bien entendu, en étroite collaboration avec la profession et réactualisés chaque année. Il y a bien sûr des maisons de santé pluridisciplinaires, mais elles ont un coût, supporté par les collectivités. Il est également impératif d'en déterminer des règles, sûrement au niveau peut-être de l'intercommunalité, c'est à définir, afin d'éviter tout saupoudrage et locaux vides, ça a été dit tout à l'heure, et bien entendu en étroite collaboration avec les professionnels. Il faut aussi que les professions paramédicales puissent se voir reconnaître le droit de pratiquer tout acte qui ne nécessiterait pas l'intervention de la compétence d'un médecin. L'article 119 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 prévoit ainsi l'extension des compétences des professions paramédicales. Mais il faut un décret d'application dont la parution est aujourd'hui très attendue. Il serait, paraît-il, reporté en 2018. Pourquoi ? J'évoquerai en particulier le rôle à jouer des infirmiers et infirmières qui sont soumis depuis 2008 à des règles contraignantes d'installation sur le territoire, mais qui permettent néanmoins une couverture homogène. Former des infirmières cliniciennes en formation initiale et en formation continue pour les professionnels en activité permettrait d'assurer des tâches aujourd'hui dévolues aux médecins, lesquels se concentreraient sur les actes essentiels de la médecine. Les pays anglo-saxons et scandinaves ont poussé plus loin la logique de coopération. Le bilan de ces dispositifs en termes d'accès aux soins et de prévention est très positif pour la plus grande satisfaction des usagers. Je voudrais ouvrir une réflexion sur ce que pourraient faire également les médecins coordonnateurs des EHPAD. Les généralistes conservent leurs patients dans beaucoup d'EHPAD, et c'est sûrement bien ainsi.
notamment pour le patient. Mais ne pourrait-on pas envisager que le médecin coordonnateur, en lien avec le médecin généraliste du patient, puisse faire des renouvellements d'ordonnance dès lors qu'il n'y a pas lieu de changer, d'ajouter ou de retirer des médicaments de la prescription ? Il y a des mesures simples et concrètes à prendre immédiatement. C'est une question de bon sens et de volonté. Je voudrais insister pour que soit laissée une certaine souplesse d'organisation aux acteurs sur le terrain, en évitant tout dogmatisme et tout corporatisme qui, pour le moment, contribuent à empêcher d'apporter des solutions rapides à la désertification médicale. Merci. La parole est à Jean-Baptiste Lemoyne pour